Ma sœur est arrivée à mon mariage dans une robe de bal blanche, plus grande et plus somptueuse que la mienne. Pendant mon discours, elle s'est emparée du micro et a dit « Désolé tout le monde, il faut absolument que je partage quelque chose. Je suis enceinte de jumeaux. » La salle a explosé d'acclamations. Les appareils photos se sont tournés vers elle. Ma mère s'est mise à pleurer des larmes de joie en étreignant les invités. Mon mariage à 75 000 € est devenu sa fête d'annonce de grossesse. Quand j'ai essayé de reprendre le micro, elle m'a poussé si violemment que je suis tombée contre la table. Maman s'est précipitée, mais pas pour m'aider. Elle m'a giflé en disant « N'ose même pas gâcher son moment ». Papa m'a attrapé fermement le bras. « Assieds-toi et laisse-la profiter de ça ». Elle se tenait là, rayonnante, pendant que j'étais couverte de bleu à mon propre mariage. Mon mari tremblait de colère, mais j'ai murmuré « Attends ». Après qu'elle a terminé son discours, j'ai repris le micro, j'ai souri à la foule et j'ai dit « Merveilleux ». Alors que son visage passait de la suffisance à l'horreur, j'ai continué, puisque nous partageons de grandes nouvelles. Je dois commencer par dire que ma sœur Gwendaline a toujours été la favorite. Grandir dans notre foyer signifiait comprendre une hiérarchie tacite où elle occupait le trône et où je servais de décoration d'arrière-plan. Notre mère, Patricia, la traitait comme une pierre précieuse tout en me considérant comme une obligation gênante. Notre père, Donald, suivait Patricia en tout. Il n'a jamais pris ma défense lorsque Gwendaline volait mes affaires, sabotait mes amitiés ou s'attribuait le mérite de mes réussites. Mon plus lointain souvenir de cette dynamique remonte à la fête de mon 7e anniversaire. Patricia avait organisé une célébration élaborée sur le thème des princesses, avec un gâteau à 3 étages et des animations. Gwendaline, qui avait 9 ans à l'époque, s'est jetée par terre en hurlant qu'elle voulait aussi des cadeaux. Au lieu de lui expliquer que mon anniversaire était mon jour spécial, Patricia s'est précipitée dehors pour lui acheter un cadeau encore plus gros que tout ce que j'avais reçu. Gwendaline l'a ouvert avant même que je puisse souffler mes bougies. Les photos de ce jour-là montrent Gwendaline rayonnante au centre de chaque cliché, tandis que je me tiens sur les bords, oubliée. Ce schéma s'est poursuivi tout au long de notre enfance et de notre adolescence. Quand j'ai été inscrite au tableau d'honneur, Patricia l'a à peine remarqué. Quand Gwendaline a réussi une matière qu'elle était sur le point de rater, ils lui ont organisé un dîner de félicitations dans un restaurant cher. Mon cadeau de fin de lycée fut une carte avec 50 € à l'intérieur. Elle a reçu une voiture neuve pour le sien, bien que ses notes aient été nettement inférieures aux miennes. Le lycée a apporté son lot de tourments particuliers. Gwendaline a rejoint l'équipe de cheerleader en seconde, et Patricia s'est immédiatement transformée en la parfaite mère d'artiste. Elle assistait à chaque entraînement, organisait des collectes de fonds, cousait des accessoires personnalisés pour les uniformes. Quand j'ai auditionné pour la pièce de théâtre de l'école et obtenu le rôle principal, Patricia a refusé de réorganiser son emploi du temps pour assister à une seule représentation. Donald est venu à la première, s'est assis au dernier rang et est parti à l'entracte parce que Gwendaline lui avait envoyé un texto disant qu'elle avait besoin qu'on la ramène d'une fête. L'été avant ma terminale, j'ai cumulé 3 emplois simultanément, le matin dans un café, l'après-midi dans une librairie, et les soirs de week-end à faire du babysitting pour une famille du quartier. Chaque euro allait sur un compte d'épargne que j'avais ouvert à l'insu de mes parents. Je comprenais instinctivement que mon avenir dépendrait entièrement de mes propres efforts. Gwendaline a passé ce même été à se prélasser au bord de la piscine, à acheter des vêtements coûteux avec la carte de crédit de Patricia, et à parader dans une voiture que nos parents lui avaient offerte après un accrochage dont elle avait rejeté la faute sur un autre conducteur. Mes candidatures à l'université ont consumé chaque instant de libre de ma terminale. J'ai postulé dans 12 universités, écrit des dissertations personnalisées pour chacune, et demandé des lettres de recommandation à des professeurs qui avaient réellement été témoins de mon dévouement. Quand les lettres d'acceptation sont arrivées, je les ai triées seule dans ma chambre, trop habituée à la déception pour espérer une quelconque célébration. L'université de Boston m'a offert une bourse quasi complète basée sur mes résultats scolaires et mes besoins financiers. L'ironie ne m'a pas échappé, le refus de mes parents de contribuer à mon éducation avait en fait aidé ma candidature, car leurs revenus servaient presque exclusivement à soutenir le style de vie de Gwendaline plutôt qu'à constituer des économies. L'université a été ma première véritable évasion de cette dynamique familiale étouffante.
J'ai étudié à l'université de Boston grâce à des bourses d'études, tandis que Gwendaline s'inscrivait dans une université d'État plus proche de la maison, ses frais de scolarité entièrement payés par nos parents. La distance physique m'a permis de développer ma propre identité, loin de l'ombre que ma sœur projetait. J'ai découvert des forces que je ne soupçonnais pas. Ma confiance a grandi à mesure que les professeurs louaient mon travail et que mes camarades recherchaient mon amitié pour de vraies raisons, plutôt que pour se rapprocher de ma sœur plus populaire. Après mon diplôme, j'ai décroché un poste dans une prestigieuse agence de marketing à Chicago. Le salaire de départ dépassait mes attentes et, en 3 ans, j'avais été promu 2 fois. Mon appartement surplombait le lac Michigan. Mon cercle social était composé de personnes intelligentes et solidaires qui m'appréciaient pour qui j'étais. La vie m'appartenait enfin. Les vacances pendant mes années universitaires ont établi un schéma qui allait se poursuivre pendant plus d'une décennie. Je rentrais à la maison, portant l'espoir comme une cargaison fragile, croyant que la distance et le temps auraient pu changer la dynamique familiale. Chaque visite brisait cet espoir quelques heures après mon arrivée. Le Thanksgiving de ma 2e année d'université reste particulièrement marquant. Je venais de terminer une saison d'examens épuisante et j'avais obtenu la meilleure note partout, malgré 20 heures de travail par semaine à la bibliothèque du campus. Patricia m'a accueilli à la porte avec une irritation à peine dissimulée, m'expliquant que Gwendaline avait invité plusieurs amis à se joindre à notre dîner de famille et qu'ils auraient besoin de ma chambre. J'ai passé ces vacances à dormir sur un matelas pneumatique au sous-sol pendant que des étrangers occupaient l'espace de mon enfance. Noël apportait des déceptions similaires. Les cadeaux pour Gwendaline s'empilaient sous le sapin comme des offrandes sur un autel, sacs à main de créateurs, bijoux, appareils électroniques, vêtements avec des étiquettes de magasins que je ne pouvais même pas me permettre de regarder. Mes cadeaux tenaient dans une seule petite boîte, un pull générique de taille trop grand, une carte cadeau pour une chaîne de restaurants qui n'existait pas à Boston, et une carte contenant 20 € et la signature de Patricia, sans aucun message personnel. Après mon diplôme, j'ai complètement cessé de rentrer à la maison pour les fêtes. Patricia n'a remarqué mon absence qu'en février, lorsqu'elle a appelé pour demander pourquoi je n'avais pas répondu à un texto de groupe concernant les plans de Pâques. Le texto de groupe avait été envoyé à toute la famille, sauf à moi. Elle a prétendu que c'était un oubli, un accident avec son téléphone, un problème technique. J'ai accepté son excuse sans discuter, ayant appris que se battre pour être reconnu ne faisait que m'épuiser davantage. Puis j'ai rencontré Nathan. Il est entré dans mon bureau pour une réunion de travail, et quelque chose a changé dans l'atmosphère. Grand, avec des yeux bruns chaleureux et un sourire facile, Nathan possédait une confiance tranquille qui m'a immédiatement attiré. Notre réunion professionnelle s'est prolongée en dîner, puis en verre, puis en une promenade le long du lac où nous avons parlé jusqu'à ce que le soleil commence à se lever. Il m'écoutait comme personne ne l'avait jamais fait, posant des questions réfléchies et se souvenant de chaque détail que je partageais. Notre relation s'est développée naturellement au cours des mois suivants. Nathan a compris mon histoire familiale compliquée sans jugement. Il me serrait dans ses bras lorsque de vieilles blessures refaisaient surface et célébrait mes victoires avec un enthousiasme sincère. Quand il m'a demandé en mariage après 2 ans, j'ai accepté avec des larmes coulant sur mon visage. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'avait choisi en premier. La famille de Nathan m'a immédiatement accueilli d'une manière que la mienne n'avait jamais fait. Sa mère, Rosemary, m'a accueilli dans sa cuisine, m'apprenant des recettes transmises de génération en génération. Son père, Thomas, m'a traité avec chaleur et respect, me posant des questions sur ma carrière et écoutant mes réponses avec un intérêt sincère. Son jeune frère, Peter, a plaisanté en disant que Nathan avait enfin trouvé quelqu'un digne de rejoindre leur famille. Les dîners de fête chez eux ressemblaient à des aperçus d'un univers alternatif où les filles étaient valorisées et célébrées simplement pour leur existence. Le contraste rendait le traitement de ma propre famille encore plus frappant. Nathan en a été le témoin direct lors de la seule et unique fois où je l'ai ramené à la maison pour rencontrer Patricia et Donald. Gwendaline était arrivée à l'improviste avec un nouveau petit ami, et soudain, le dîner que Patricia avait prévu pour rencontrer mon partenaire sérieux est devenu une vitrine pour la dernière conquête de Gwendaline. Patricia a interrogé le petit ami sur son travail, sa famille, ses intentions, tout en demandant seulement à Nathan s'il voulait plus de pommes de terre. Donald a montré au petit ami son atelier dans le garage,
un espace où il ne m'avait jamais invité à entrer. Nathan a tenu ma main sous la table pendant tout le repas, la serrant doucement chaque fois que l'affront devenait plus évident. Sur le chemin du retour à Chicago, Nathan s'est arrêté sur une aire de repos et s'est tourné pour me faire face. Il m'a dit qu'il comprenait enfin pourquoi j'avais hésité à le présenter à mes parents, pourquoi je changeais de sujet lorsque la famille était abordée, pourquoi je tressaillais légèrement chaque fois que mon téléphone affichait le numéro de Patricia. Il m'a promis que nous construirions notre propre famille, une famille fondée sur le respect mutuel et l'amour inconditionnel. Cette nuit-là, j'ai pleuré plus fort que je ne l'avais fait depuis l'enfance, libérant des décennies de chagrin accumulés. L'organisation du mariage est devenue mon projet passion. Nathan et moi nous sommes mis d'accord sur une célébration élégante qui reflétait nos personnalités, sophistiquée mais chaleureuse, traditionnelle mais personnelle. Nous avons choisi un lieu historique en dehors de la ville, engagé un traiteur de renom, et budgété 75 000 € pour un jour dont nous nous souviendrions pour toujours. Chaque décision m'apportait de la joie car elle représentait la vie que je m'étais construite, loin de la famille qui m'avait toujours fait me sentir sans valeur. J'ai débattu pour savoir si je devais même inviter ma famille. Nathan m'a laissé la décision entière, soutenant le choix que je ferais. Ses parents ont offert de m'accompagner jusqu'à l'hôtel si Donald refusait, un geste qui m'a ému au-delà des mots. Finalement, j'ai décidé d'envoyer l'invitation parce qu'une partie naïve de moi espérait encore que les choses pourraient être différentes. Peut-être que voir ma réussite, mon bonheur, mon couple aimant gagnerait enfin le respect de Patricia. Peut-être que Donald exprimerait de la fierté pour la fille qu'il avait largement ignorée. Peut-être que Gwendaline mettrait de côté sa compétitivité pour un jour. La période des fiançailles a révélé à quel point peu de choses avaient changé. Patricia a appelé une seule fois pendant les 9 mois de planification, et cette conversation a porté uniquement sur la question de savoir si Gwendaline pouvait amener un +1 bien qu'elle ne soit pas en couple à l'époque. Elle n'a jamais posé de questions sur le lieu, la robe, les fleurs, ou tout autre détail qui aurait pu indiquer un intérêt pour l'étape importante de sa fille. L'implication de Donald a consisté à transférer un unique email sur les déductions fiscales pour les frais de mariage, une information qui ne s'appliquait absolument pas à notre situation. Pendant ce temps, je recevais des appels constants de Rosemary, qui voulait aider pour tout, de l'adressage des invitations au choix des centres de table. Elle s'est envolée pour Chicago 2 fois pendant les préparatifs, une fois pour le choix de la robe, et une autre pour une dégustation chez notre traiteur. Ces expériences mère-fille qui auraient dû appartenir à Patricia sont devenues des souvenirs précieux avec une femme qui me connaissait depuis moins de 3 ans, mais qui m'aimait plus sincèrement que ma propre mère ne l'avait jamais fait. 6 mois avant le mariage, j'ai reçu un appel inattendu de ma tante Darlene, la sœur de Patricia. Elle avait entendu parler des fiançailles par les ragots de famille et voulait me féliciter. Notre conversation a duré 2 heures, pendant lesquelles elle a partagé des observations sur le favoritisme de Patricia que j'avais toujours soupçonné mais jamais confirmé. Darlene m'a révélé que Patricia avait été jalouse de moi dès ma naissance, un bébé colérique qui exigeait une attention qu'elle ne voulait partager avec personne d'autre que Gwendaline. La dynamique ne s'était pas développée, elle avait été installée dès mon premier souffle. Tante Darlene a assisté à mon mariage avec son mari et leurs 2 enfants adultes. Elle s'est assise au premier rang, rayonnante d'une fierté qui aurait dû émaner de mes vrais parents. Sa présence m'a rappelé que la famille pouvait être choisie autant qu'héritée. Les préparatifs du mariage se sont déroulés sans accroc pendant des mois. Gwendaline a accepté son invitation sans demander de rôle spécial, ce qui m'a surprise. Elle n'a pas demandé à être demoiselle d'honneur, n'a pas exigé son mot à dire sur le menu ou les décorations, n'a pas tenté de se mettre sous les projecteurs. Cette tenue inhabituelle aurait dû m'alerter, mais j'ai choisi de l'interpréter avec optimisme. 3 semaines avant la cérémonie, Gwendaline a appelé pour demander quelle couleur elle devait porter. J'ai apprécié sa considération, mentionnant que les invités évitaient généralement le blanc au mariage, mais que toute autre couleur serait ravissante. Elle a ri et a accepté, disant qu'elle avait repéré une magnifique robe émeraude qui mettrait en valeur son teint. La conversation semblait presque fraternelle, presque normale. J'ai raccroché, me sentant prudemment optimiste. Le matin de mon mariage est arrivé avec un temps d'automne parfait. Une lumière dorée filtrait à travers les feuilles pourpres pendant que je me préparais dans la suite nuptiale, entourée de mes amis les plus proches et de ma demoiselle d'honneur,
Kristen, qui avait été ma colocataire à l'université. Maquilleurs et coiffeurs faisaient leur magie tandis que le champagne coulait et que les rires remplissaient la pièce. Patricia avait décliné l'invitation à se joindre à nous, prétextant qu'elle devait aider à gérer l'arrivée des invités. Mais son absence ressemblait plus à un soulagement qu'à un rejet. Ma robe était tout ce dont j'avais rêvé, une robe trapèze ivoire avec de délicates manches en dentelle, une traîne modeste et de subtiles perles qui captaient la lumière sans être écrasantes. Rosemary m'avait accompagnée au salon de la mariée, essuyant les larmes de ses yeux quand je suis sortie de la cabine d'essayage. La vendeuse a supposé qu'elle était ma mère, et aucune de nous ne l'a corrigée. Quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai vu une femme qui avait surmonté des années de sentiments d'invisibilité. Des larmes ont piqué mes yeux tandis que Kristen me serrait la main. Nathan a frappé à la porte avant la cérémonie, passant une note par l'entrebâillement sans me voir dans ma robe. Son écriture remplissait une page entière de mots sur notre avenir, notre partenariat, notre amour. Il a écrit que me rencontrer avait changé tout ce qu'il comprenait des relations, que me voir naviguer dans des dynamiques familiales impossibles avec grâce lui avait montré le genre de force qu'il voulait chez une partenaire de vie. La note se terminait par la promesse que ce jour marquait le début de tout ce que nous méritions. J'ai glissé la lettre dans une poche cachée de ma robe, voulant ces mots près de mon cœur. Alors que je marchais dans l'allée, la cérémonie elle-même reste l'un des plus beaux moments de mon existence. La voix de Nathan s'est brisée d'émotion alors qu'il récitait ses vœux. Mes mains tremblaient en lui passant la bague au doigt. Quand nous nous sommes embrassés, les applaudissements de nos invités ont ressemblé à une ovation debout pour tout ce que nous avions construit ensemble. En remontant l'allée en tant que mari et femme, j'ai remarqué Gwendaline assise près du fond, portant ce qui semblait être une robe blanche, mais j'étais trop euphorique pour le réaliser pleinement. La réception a commencé dans la salle de bal adjacente, un espace magnifique transformé par des milliers de guirlandes lumineuses, des arrangements floraux imposants et des tables élégamment dressées. Les invités se mêlaient et nous félicitaient pendant que les serveurs circulaient avec des amuse-gueules et du champagne. Nathan n'a jamais quitté mon côté, sa main chaude dans la mienne, son sourire constant et sincère. Puis j'ai vraiment vu ce que portait Gwendaline. Elle ne portait pas seulement du blanc. Elle avait commandé une robe de bal sur mesure qui rivaliserait avec n'importe quelle création pour la royauté. Des couches d'organza blanc immaculé cascadaient d'un corsage ajusté incrusté de cristaux et de perles. Une jupe massive remplissait l'espace autour d'elle, forçant les invités à naviguer autour de sa circonférence. La robe comportait une traîne de 3 mètres et un voile attaché à une coiffe élaborée. Elle ressemblait à une mariée. Elle avait l'air d'essayer de voler la vedette à la vraie mariée. Mon estomac s'est noué. Kristen a remarqué mon expression et a suivi mon regard, sa mâchoire tombant. La prise de Nathan sur ma main s'est resserrée de manière protectrice. Patricia s'est précipitée vers Gwendaline, s'extasiant sur la robe comme si c'était la chose la plus magnifique qu'elle ait jamais vue. Donald suivait, hochant la tête d'un air approbateur. Plusieurs invités la photographiaient, ne sachant pas sur qui ils devaient se concentrer. Elle posait gracieusement, inclinant la tête à des angles flatteurs, touchant son chignon élaboré avec des doigts parfaitement manucurés. Nathan s'est penché vers mon oreille. On peut lui demander de partir. La sécurité est juste dehors. J'ai secoué lentement la tête. Laisse-moi voir comment ça se déroule. Le dîner s'est passé sans incident majeur. Gwendaline s'est installée à une table centrale bien qu'elle ait été assignée à une place près du fond. Elle captait l'attention de tous autour d'elle, gesticulant de manière dramatique et riant bruyamment de ses propres blagues. Patricia a abandonné la table désignée de notre famille pour s'asseoir à côté d'elle, laissant Donald engager une conversation gênante avec les parents de Nathan. Après le dîner, les discours ont commencé. Le témoin de Nathan a prononcé un discours sincère qui nous a tous deux émus. Kristen a suivi avec des anecdotes amusantes et une chaleur sincère. Puis ce fut mon tour de remercier nos invités et d'exprimer ma gratitude pour leur présence en ce jour spécial. Je me suis approchée du pupitre près de la table d'honneur. La salle s'est tue alors que je commençais à parler, remerciant tout le monde de célébrer avec nous, reconnaissant l'amour et le soutien qui nous avaient réunis, Nathan et moi. Mes mots coulaient facilement, répétés mais sincères. J'étais au milieu d'une phrase quand j'ai senti quelqu'un m'arracher le micro des mains.
Gwendaline s'était matérialisée à côté de moi, sa robe massive heurtant mes jambes alors qu'elle luttait pour s'emparer du micro. Son sourire s'étirait sur son visage, tout tendant et sans chaleur, alors qu'elle s'adressait à la foule stupéfaite. « Désolé tout le monde, il faut absolument que je partage quelque chose », a-t-elle annoncé, une main pressée de manière dramatique contre son ventre. « Je suis enceinte de jumeaux. » La salle a sombré dans le chaos. Les halètements se sont transformés en acclamations alors que les invités digéraient l'information. Les appareils photos qui avaient été dirigés vers moi se sont tournés vers Gwendaline. Elle se prélassait sous les feux de la rampe, tournant légèrement sur elle-même pour que sa robe capte la lumière sous de multiples angles. Patricia a crié de joie, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle se précipitait de table en table, étreignant les invités et annonçant qu'elle allait être grand-mère de jumeaux. Donald a levé le poing en l'air comme si son équipe avait marqué le but de la victoire. Le photographe du mariage, clairement confus quant aux priorités, a commencé à immortaliser Gwendaline sous tous les angles. Mon mariage à 75 000 € était devenu sa fête d'annonce de grossesse. J'ai tendu la main vers le micro. Gwendaline, c'est mon mariage. Tu ne peux pas simplement. Elle m'a poussé violemment. La force m'a fait perdre l'équilibre sur mes talons et j'ai trébuché en arrière contre la table d'honneur. Des verres en cristal se sont renversés. Mon coude a heurté douloureusement le bord. Le centre de table soigneusement arrangé s'est écrasé au sol, l'eau et les fleurs se répandant sur la nappe blanche. Nathan s'est élancé, prêt à expulser physiquement ma sœur, mais je lui ai attrapé le bras. « Attends » ai-je murmuré, bien que ma voix tremble d'une rage à peine contenue. Juste, attends. Patricia s'est précipitée. Le soulagement m'a envahi pendant une demi-seconde, croyant que ma mère venait enfin à ma défense. Au lieu de cela, elle m'a attrapé par les épaules et m'a giflé. N'ose même pas gâcher son moment, a sifflé Patricia, ses ongles s'enfonçant dans ma peau à travers la dentelle délicate de mes manches. Donald est apparu à ses côtés, me saisissant le bras avec une force brutale. Assieds-toi et laisse-la profiter de ça. Tu as eu assez d'attention aujourd'hui. Je suis resté là, le visage brûlant de la main de ma mère, le bras endolori par la poigne de mon père, regardant ma sœur rayonner sous les projecteurs de mon mariage. Elle a continué à parler dans le micro de sa grossesse, de son impatience d'être mère, de sa bénédiction. Les invités qui auraient dû célébrer mon mariage la félicitaient, la photographiaient, se concentraient entièrement sur elle. Nathan tremblait de fureur à côté de moi, ses mains se serrant et se desserrant. Je pouvais sentir son désir de mettre fin à ce spectacle, de défendre sa femme, de rétablir l'ordre dans ce qui aurait dû être notre journée parfaite. Mais j'avais passé toute ma vie à être éclipsée par Gwendaline. Chaque étape importante avait été volée ou diminuée. Chaque réussite avait été ignorée au profit de sa médiocrité. Chaque moment qui m'était destiné était devenu, d'une manière ou d'une autre, à son sujet. Cette fois, ce serait différent. Attends, ai-je répété à Nathan en lui serrant la main. Fais-moi confiance. Gwendaline a terminé son discours sous un tonnerre d'applaudissements. Elle m'a rendu le micro avec un sourire condescendant, me tapotant la joue là où Patricia m'avait giflé. Merci de m'avoir laissé partager ça, sœurette. C'est tellement excitant, n'est-ce pas? J'ai pris le micro. Ma joue me brûlait. Mon bras me faisait mal. Ma robe avait des taches de champagne à cause des verres renversés, mais j'ai souri à la foule. Le même sourire que j'avais pratiqué dans les salles de conseil en concluant des affaires difficiles. Le sourire qui ne révélait rien de mon état intérieur. Merveilleux, me suis-je exclamé, ma voix portant clairement à travers les haut-parleurs. Puisque nous partageons de grandes nouvelles aujourd'hui, je suppose que c'est mon tour. L'expression de Gwendaline a vacillé d'incertitude. Patricia a cessé son étreinte avec un parent éloigné. Donald s'est figé sur place. Beaucoup d'entre vous savent que je travaille dans le marketing, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a 3 mois, j'ai été promue vice-présidente senior. Des applaudissements polis ont parcouru la salle. Avec cette promotion sont venus un bonus important et des options d'achat d'actions qui, combinées au succès de Nathan dans sa propre carrière, nous ont mis dans une position assez confortable. J'ai fait une pause, laissant le silence s'installer. Gwendaline bougeait mal à l'aise, sa robe massive bruissant.
Ce que vous ne savez pas non plus, ai-je continué, c'est que depuis 2 ans, je documente discrètement quelque chose d'intéressant sur la vie de ma sœur, en particulier sa situation financière. La couleur a quitté le visage de Gwendaline. Voyez-vous, Gwendaline a raconté à nos parents qu'elle est une décoratrice d'intérieur à succès avec une entreprise florissante. Elle vit dans un bel appartement qu'elle prétend posséder, conduit une voiture de luxe qu'elle aurait achetée comptant, et porte des vêtements de créateurs qui, dit-elle, proviennent de ses revenus impressionnants. Patricia s'est avancée, son expression hostile. « Qu'est-ce que tu fais ? Arrête ça tout de suite. » Je l'ai complètement ignoré. La vérité, c'est que Gwendaline n'a pas eu de clients payants depuis plus de 4 ans. Son entreprise à succès n'existe que sur un site web pour lequel elle paie 45 € par mois. L'appartement appartient à son propriétaire, un homme patient nommé Grégory, qui lui court après pour 8 mois de loyer impayé. La voiture de luxe était en leasing et a été saisie il y a 3 semaines. Les vêtements de créateurs sont des contrefaçons, achetés sur des sites web étrangers spécialisés dans les imitations. Des murmures se sont répandus dans la foule. La bouche de Gwendaline s'ouvrait et se fermait comme un poisson cherchant de l'air. Et voici la partie vraiment fascinante, ai-je dit, ma voix restant parfaitement stable. Chaque mois, depuis 3 ans, nos parents lui envoient 4 500 € pour l'aider avec ses dépenses professionnelles. Cela fait 170 000 € de leurs économies de retraite, données sur la base de pures inventions. Patricia s'est agrippée au bras de Donald. Ce n'est pas vrai. Son entreprise est un succès. Elle nous montre tout le temps les projets de ses clients. Elle vous montre des tableaux Pinterest qu'elle n'a pas créés et prétend que c'est son travail. J'ai documenté les sources originales. Absolument toutes. J'ai sorti de la poche cachée de ma robe une petite clé USB, la brandissant pour que la foule la voie. Ceci contient des relevés bancaires, des correspondances par email avec son propriétaire, l'avis de saisie de son véhicule, et des captures d'écran prouvant l'origine de chaque projet client qu'elle vous a jamais montré. Gwendaline s'est jetée en avant, essayant d'attraper la clé USB. Sa robe massive a entravé son mouvement, et elle a trébuché, se rattrapant de justesse à une chaise voisine. Mais ce n'est pas la plus grande nouvelle que j'ai à partager ce soir, ai-je continué, me mettant hors de sa portée. La grossesse qu'elle vient d'annoncer. Ces jumeaux dont elle est si excitée. Ma sœur est devenue complètement immobile. Le père n'est pas son petit ami Marcus, le banquier d'affaires dont elle parle à tout le monde. Marcus n'existe pas. Il n'y a pas de petit ami banquier d'affaires. Il n'y en a jamais eu. Le visage de Patricia s'est décomposé de confusion. Mais nous avons vu des photos. Elle nous a montré des photos d'eux ensemble au restaurant, en vacances. Des photos de banque d'images, toutes sans exception. L'homme sur ces photos est un mannequin dont les images apparaissent sur des dizaines de sites web vendant de tout, des montres à l'assurance vie. Son vrai nom est Steven Kowalski, et il est basé à Toronto. Il n'a jamais rencontré Gwendaline de sa vie. La salle était devenue complètement silencieuse. Même le personnel du traiteur avait cessé de bouger, transpercé par le drame qui se déroulait. Le véritable père des jumeaux de Gwendaline, ai-je dit, me tournant pour faire face directement à mes parents, est son patron marié du travail à temps partiel qu'elle occupe réellement. Elle travaille à temps partiel dans un showroom de meubles pour à peine plus que le salaire minimum. Il s'appelle Theodore Brennan, et sa femme, Caroline, a découvert leur liaison il y a 3 mois. Elle a déjà demandé le divorce. Et comme Theodore et Caroline résident en Caroline du Nord, où se trouve le siège de l'entreprise, Caroline poursuit également Gwendaline en justice pour aliénation d'affection, en vertu de la loi de cet État. Gwendaline a fondu en larmes. Tu mens. Tu inventes tout ça parce que tu es jalouse. Les documents du procès sont également sur cette clé USB, ainsi que des captures d'écran des messages textes entre toi et Théodore que l'avocat de Caroline a obtenu lors de la procédure de découverte. Je me suis de nouveau adressée à la foule. Ma sœur a porté une robe de bal blanche à mon mariage. Elle a volé mon micro pour annoncer une grossesse qui détruira le mariage d'une autre femme. Notre mère m'a giflé et notre père m'a meurtri le bras pour avoir tenté de reprendre mon propre moment. Alors, j'ai décidé que s'il voulait que cette journée soit consacrée au partage de nouvelles, je partagerais un peu de vérité pour une fois.
Je me suis approché de Patricia et Donald, dont les visages s'étaient transformés en masques d'horreur et d'humiliation. Vous lui avez donné 170 000 € tout en me disant que vous n'aviez pas les moyens de contribuer à mon mariage. Vous l'avez choisi au lieu de moi à chaque occasion pendant 32 ans. Vous m'avez frappé le jour de mon mariage pour avoir osé attendre une considération de base. Alors, considérez ceci comme mon cadeau de mariage pour vous, la vérité sur votre enfant en or. J'ai pressé la clé USB dans la main tremblante de Patricia. Nathan et moi partons maintenant pour notre lune de miel. À notre retour, nous commencerons notre nouvelle vie ensemble, sans aucun de vous. N'appelez pas, n'écrivez pas, ne vous présentez pas chez nous. Vous avez choisi Gwendaline. Vous pouvez la garder. Nathan a pris ma main, son expression remplie de fierté et d'amour. Nous avons traversé la foule qui s'écartait pour nous laisser passer vers la sortie. Derrière nous, j'entendais les sanglots hystériques de Gwendaline, les demandes d'explications de Patricia, les tentatives balbutiantes de Donald pour comprendre ce qui s'était passé. Kristen nous a rattrapés à la porte, des larmes coulant sur son visage à cause d'un rire à peine réprimé. C'était la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. Tes invités vont parler de ce mariage pendant des décennies. Assure-toi que le photographe a tout capturé, lui ai-je dit. Je veux une documentation professionnelle du moment où ma famille a appris la vérité. Nathan et moi sommes montés dans la limousine qui attendait dehors. Alors que le véhicule s'éloignait du lieu de réception, je me suis enfin permis d'expirer. Mes mains tremblaient alors que l'adrénaline commençait à s'estomper. Ça va, a demandé Nathan en me serrant contre lui. Je n'ai jamais été mieux, ai-je répondu honnêtement. Je portais cette information depuis 2 ans, attendant le bon moment. Elle me l'a servi sur un plateau d'argent. Il a embrassé doucement mon front. Comment as-tu découvert tout ça? Tu te souviens de mon ami Wesley du département de journalisme d'investigation? Il me devait une faveur après que j'ai aidé sa femme à décrocher un poste en marketing. Il lui a fallu environ 6 semaines pour tout compiler. Le plus difficile a été de garder ça pour moi, sachant ce que je savais, et regardant mes parents engloutir leur argent dans ces mensonges. L'enquête avait commencé assez innocemment. Wesley et moi nous étions retrouvés lors d'un événement de réseautage professionnel, et pendant notre conversation, j'avais mentionné quelques incohérences que j'avais remarquées concernant le prétendu succès de Gwendaline. Elle prétendait avoir des clients dans plusieurs États, mais ses réseaux sociaux ne la montraient jamais en voyage. Son portfolio de design présentait des travaux qui semblaient bien au-delà de ses capacités démontrées. Les articles de luxe qu'elle exhibait apparaissaient sur les photos avec une régularité suspecte, comme si elle ne possédait qu'un seul sac à main de créateur qui figurait sur chaque photo. La curiosité de Wesley s'est transformée en un exercice professionnel pour ses étudiants en journalisme. Ils ont traité la vie fabriquée de Gwendaline comme une étude de cas sur les techniques de vérification, apprenant à croiser les affirmations des réseaux sociaux avec les archives publiques, à faire des recherches d'images inversées, à identifier les images de banques de données réutilisées comme contenu personnel. En 3 semaines, les étudiants avaient compilé un dossier qui aurait impressionné des enquêteurs fédéraux. La découverte concernant Theodore Brennan est venue plus tard, presque par accident. Un des étudiants de Wesley avait suivi l'emploi réel de Gwendaline, et son poste à temps partiel au showroom de meubles a mené à Theodore, qui gérait le site de Chicago tout en conservant sa résidence principale en Caroline du Nord, près du siège de l'entreprise. Son alliance apparaissait sur plusieurs photos du showroom sur le site web de l'entreprise, et une vérification rapide des registres du comté a confirmé son mariage avec Caroline. Les relevés téléphoniques obtenus lors de la procédure de divorce ultérieure de Caroline ont révélé la chronologie de la liaison. Wesley avait également découvert autre chose au cours de son enquête, des demandes de remboursement d'assurance maladie suggérant que Gwendaline recevait des soins prénatals depuis plusieurs mois. La grossesse n'était pas une surprise pour moi. Je le savais depuis des semaines avant le mariage, et j'avais compris exactement qui devait être le père, compte tenu de la chronologie de la liaison. Quand Gwendaline a attrapé ce micro et fait son annonce, elle m'a donné l'ouverture parfaite pour tout révéler. J'avais constamment débattu de ce que je devais faire de cette information. Exposer Gwendaline en privé n'aurait servi à rien. Elle aurait simplement tout nié et convaincu Patricia que je mentais par jalousie.
Présenter les preuves directement à mes parents se serait retourné contre moi de la même manière. Ils avaient passé 30 ans à choisir de la croire elle plutôt que la réalité, et aucun document ou capture d'écran n'aurait changé cette programmation fondamentale. Le mariage offrait quelque chose que je n'avais jamais possédé auparavant, un public. Les crimes de Gwendaline nécessitaient des témoins pour avoir de l'importance. Ces mensonges avaient prospéré dans l'obscurité, protégés par l'aveuglement volontaire de notre famille. Tout exposé à la lumière devant 200 invités garantissait qu'elle ne pourrait jamais reconstruire ces murs particuliers. La limousine nous a emmenés vers l'aéroport où notre vol pour Bali nous attendait. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages d'invités du mariage exprimant leur choc, leur soutien, dans plusieurs cas, leur pur divertissement. Kristen m'a envoyé un texto disant que Gwendaline s'était enfuie du lieu dans sa robe ridicule, luttant pour entrer dans son Uber. Patricia s'était effondrée sur une chaise et refusait de parler à qui que ce soit. Donald était parti sans elle, rentrant seul en voiture. 3 semaines après le début de notre lune de miel, une lettre d'un avocat de Caroline du Nord est arrivée à notre hôtel. La femme de Theodore Brennan poursuivait en effet le procès pour aliénation d'affection, et les documents que j'avais mentionnés faisaient désormais partie du dossier officiel du tribunal. Caroline Brennan avait demandé à me rencontrer à mon retour, voulant me remercier personnellement d'avoir exposé la liaison publiquement. Une deuxième lettre venait de Gregory, le propriétaire de Gwendaline. Il avait finalement entamé une procédure d'expulsion, encouragé par la révélation publique que ses prétentions financières étaient fausses. Elle avait 30 jours pour quitter l'appartement qu'elle avait prétendu posséder. Mes parents n'ont rien envoyé. Pas de lettres, pas de mail, pas de message texte. Leur silence en disait long sur l'endroit où leur loyauté demeurait, même après avoir appris l'étendue des tromperies de Gwendaline. Tante Darlene a appelé pendant notre 2e semaine à Bali, me donnant des nouvelles que je n'avais pas demandées mais que je désirais secrètement. Patricia avait tenté de présenter la révélation du mariage comme ma dépression nerveuse, racontant aux parents que j'avais fabriqué des preuves pour saboter ma sœur par jalousie. Ce récit s'est immédiatement effondré lorsque le propriétaire de Gwendaline a publié publiquement des informations sur la procédure d'expulsion et que la femme de Theodore Brennan a partagé ses documents judiciaires sur les réseaux sociaux. Soudain, la famille élargie, qui avait toujours rejeté mes plaintes de favoritisme, a commencé à appeler tante Darlene pour partager ses propres observations, ses propres souvenirs du traitement différentiel de Patricia. Gwendaline a tenté de limiter les dégâts par une série de publications de plus en plus désespérées sur les réseaux sociaux. Elle a affirmé que le moment de l'annonce de la grossesse avait été spontané, inspiré par la joie de l'occasion. Elle a insisté sur le fait que la robe blanche était en réalité de couleur champagne et avait été approuvée par moi des mois avant le mariage. Elle a suggéré que j'avais toujours été jalouse de son succès et que j'avais fabriqué un complot pour détruire sa réputation. Chaque publication a reçu des centaines de commentaires d'invités du mariage qui avaient assisté aux événements réels, contredisant son histoire révisionniste avec des détails spécifiques et des photos. La femme de Theodore Brennan, Caroline, m'a contacté directement via LinkedIn, me remerciant d'avoir fait publiquement ce qu'elle avait eu du mal à faire elle-même. Elle avait découvert la liaison grâce à des relevés de cartes de crédit et des reçus d'hôtel des mois plus tôt, et avait tranquillement monté son dossier depuis. Mon discours de mariage avait accéléré son calendrier, lui donnant la validation publique dont elle avait besoin pour procéder agressivement au divorce et au procès pour aliénation d'affection que la loi de Caroline du Nord autorisait. Nathan et moi sommes rentrés à la maison pour trouver notre nouvelle vie qui nous attendait. Nous avions acheté une maison en banlieue avant le mariage. Une belle maison de style colonial avec un jardin et une balancelle sur le porche. Emménager ensemble, c'était comme entrer dans un avenir entièrement construit selon nos propres termes. 6 mois plus tard, Gwendaline a donné naissance à des jumelles. Le nom de Theodore Brennan figurait sur les certificats de naissance. Son divorce d'avec Caroline avait été finalisé 2 mois auparavant. Selon des connaissances communes, lui et Gwendaline ont tenté de construire une relation, mais la fondation de mensonges s'est avérée trop instable. Il a demandé la garde des jumelles et l'a obtenue, citant l'historique documenté de tromperie et d'instabilité financière de Gwendaline. Patricia et Donald ont perdu la plupart de leurs économies de retraite. Les 170 000 € qu'ils lui avaient donnés représentaient presque tout ce qu'ils avaient accumulé en 40 ans de travail. Ils ont vendu leur maison familiale et ont emménagé dans un petit appartement.
Leurs années dorées se sont transformées en une lutte pour la survie. La maison où j'ai grandi a été achetée par une jeune famille avec 3 enfants. D'après l'annonce immobilière que Darlene m'a transmise, je suis passée devant une fois, plusieurs mois après notre retour de Bali, et j'ai regardé les nouveaux propriétaires jouer dans le jardin. Leur rire traversait la pelouse où j'avais passé tant d'après-midi solitaires. Une partie de moi espérait que ces enfants connaîtraient l'amour inconditionnel qui avait été absent de ces pièces pendant mon enfance. Donald m'a contacté une seule fois, environ 8 mois après le mariage. Son email était bref et transactionnel, me demandant si je pourrais envisager de leur prêter de l'argent pour couvrir des frais médicaux. Patricia avait développé des problèmes de santé exacerbés par le stress, et leur couverture d'assurance était devenue compliquée après la vente de la maison. J'ai lu le message plusieurs fois, cherchant une quelconque reconnaissance de leur tort, un soupçon d'excuse, une prise de conscience que leur traitement envers moi avait été injuste. N'en trouvant aucune, j'ai supprimé l'email sans répondre. Gwendaline a finalement trouvé un emploi légitime dans un magasin de détail. La façade de l'entreprise de design d'intérieur a complètement disparu. Le procès de Caroline Brennan a abouti à un jugement qui la suivra pendant des années. J'ai construit la vie que j'avais toujours méritée. Nathan et moi avons accueilli notre premier enfant, un fils que nous avons nommé d'après son grand-père. Ma carrière a continué à s'épanouir. Notre maison s'est remplie d'amour véritable, de communication honnête et de respect mutuel. La famille que j'ai créée ne ressemblait en rien à celle que j'avais fuie. Parfois, je me demande si Patricia et Donald comprennent ce qu'ils ont perdu. Ils ont un petit-fils qu'ils ne connaîtront jamais, une belle-fille qu'ils n'apprécieront jamais, une table de fête familiale à laquelle ils ne se joindront jamais. Ils ont choisi Gwendaline à chaque occasion, et maintenant ils vivent avec les conséquences de ce choix. Le jour de mon mariage ne s'est pas déroulé comme je l'avais prévu. Il s'est avéré meilleur. Au moment où Gwendaline a attrapé ce micro, elle m'a donné la permission de libérer 32 ans de preuves accumulées. Elle m'a tendu la scène et m'a mise au défi de l'utiliser. Certains pourraient penser que ma vengeance était cruelle. Certains pourraient croire que j'aurais dû gérer les choses en privé, protégeant ma sœur malgré son comportement, maintenant la paix familiale à tout prix. Ces gens n'ont jamais été giflés par leur mère pour avoir voulu 5 minutes d'attention le jour de leur mariage. Ils n'ont jamais vu leurs parents choisir une menteuse à leur place, encore et encore, tout en exigeant de la gratitude pour le privilège d'être ignorés. La vérité est que j'ai passé toute ma vie à être gracieuse face au mauvais traitement. J'ai absorbé chaque affront, pardonné chaque trahison, excusé chaque favoritisme. Ma récompense fut une gifle en plein visage à mon propre mariage pendant que ma sœur rayonnait sous un projecteur volé. Alors j'ai cessé d'être gracieuse. J'ai cessé de pardonner. J'ai cessé d'excuser. Et j'ai commencé à vivre. Nathan me dit parfois qu'il est tombé amoureux de ma force avant de tomber amoureux de tout le reste. Il a vu une femme qui avait survécu à une enfance conçue pour la diminuer et qui en était sortie victorieuse malgré tout. Il a reconnu une résilience que la plupart des gens ne développent jamais parce qu'ils n'y ont jamais été forcés. J'aime à penser qu'il avait raison. J'aime à penser que la petite fille qui se tenait en marge des photos de son propre anniversaire est devenue quelqu'un qui valait la peine d'être photographié, quelqu'un qui valait la peine d'être choisi, quelqu'un qui valait la peine d'être aimé en premier. Ma sœur est arrivée à mon mariage dans une robe de bal blanche plus grande et plus somptueuse que la mienne. Elle a annoncé sa grossesse avec le mari d'une autre femme en utilisant mon micro à ma réception. Notre mère m'a giflé, notre père m'a meurtri, et ils ont tous deux exigé que je cède mon moment pour son confort. J'ai souri et je l'ai anéanti à la place. Et je le referai sans hésiter.